Bien, d'abord, je voudrais remercier Michel Barnier d'avoir eu la gentillesse de prendre le temps, dans son emploi du temps extrêmement chargé, d'être des nôtres aujourd'hui. Je le remercie aussi de ses propos, à la fois très visionnaires sur l'avenir de l'Europe, et très constructifs sur ce que nous pourrons faire ensemble. Mais s'il le veut bien, j'irai le voir à Bruxelles pour voir comment ces 20 propositions dont il a parlé peuvent être progressivement mises en œuvre et comment nous pouvons travailler ensemble à faire avancer ce débat à l'échelle européenne. Et en effet, créer les conditions d'une prise en compte du long terme. C'est vrai que le projet européen, comme il l'a dit, est par nature un projet de long terme. C'est parce que des gens, il y a 60 ans, peut-être même avant, puisqu'on pourrait faire remonter ça au XVIe siècle, on pensait à l'idée d'une Europe rassemblée, que cette Europe rassemblée a pu être faite. Et on sait aujourd'hui qu'elle a sa propre dynamique. C'est vrai aussi qu'il y a une leçon à tirer des institutions européennes, c'est que chaque institution est assez bancale pour créer la nécessité de la suivante. Est insuffisante. Et nous sommes dans un déséquilibre avant. Le marché commun a créé la nécessité du marché unique, qui a créé la nécessité de l'euro, qui crée la nécessité d'une Europe fédérale. C'est d'ailleurs même une des ambiguïtés aujourd'hui du projet européen entre Union européenne et zone euro qui n'avancent pas au même pas. Et Michel Barnier, dans ses fonctions, le voit tous les jours, puisque l'union bancaire, c'est un projet de la zone euro, mais que malgré tout, lui-même est commissaire en charge des 28. Donc il y a cette dynamique européenne qui devrait être un modèle pour le monde. Mais là où c'est difficile pour le monde, comme ça l'est pour l'Europe, c'est que toutes les unités se sont faites par des conquérants. Donc quelqu'un prend le pouvoir ailleurs. Et nous sommes pour la première, en fait pour la deuxième fois dans l'histoire, en train de tenter un projet d'unification sans unificateur. En conquérant. La deuxième fois, parce que la première, c'est la Suisse, qui s'est unifiée à partir de cantons. Mais quand on regarde l'histoire suisse, pour passer de l'État complètement séparé à l'État confédéral qui correspond à l'État européen d'aujourd'hui, c'est-à-dire au XIXe siècle, il aura fallu 4 siècles. Et nous avons fait en 50 ans ce que les Suisses ont fait en 4 siècles. Et il nous faut ou avancer beaucoup plus vite, ou voir l'ensemble s'effondrer, comme on a vu le système fédéral soviétique s'effondrer, le système fédéral yougoslave s'effondrer, comme on voit le système fédéral indien menacé, etc., etc. Donc si on essaye de transcrire ça à un échelon plus vaste, c'est évidemment plus difficile encore, puisque comment réussir à l'échelle mondiale ce qu'on ne réussit pas encore à l'échelle européenne. Donc, voyons l'échelle européenne non seulement comme un projet pour l'Europe, mais comme un modèle pour ce qui doit être fait ou pourrait être réussi à l'échelle européenne. Et donc je vais poser une question à Michel Barnier sur ce point. Aujourd'hui, le projet européen, on l'a vu tout au long des débats ici, n'a de sens que s'il se pense à long terme. Et aujourd'hui, il ne se pense pas à long terme explicitement parce qu'on a, et peut-être a-t-on raison, c'est ma question, on a peur des mots. On a peur des mots, on a peur d'avouer, de reconnaître que l'avenir de l'Europe n'a aucun sens s'il n'est pas politique et qu'il ne peut plus être politique à 28, qu'il ne peut plus être politique que dans la zone euro, c'est-à-dire ceux qui ont en commun une monnaie. Donc comment de son point de vue, peut-on faire avancer, ne serait-ce que dans l'immense domaine qui est de sa compétence, l'intégration bancaire de la zone euro, qui débouchera sur une intégration politique, sans pour autant entraîner l'antagonisme de ceux qui ont vocation à ne pas y être, ou pas envie d'y être, mais qui en même temps aimeraient bien avoir leur mot à dire sur ce que font les autres. Une question ouverte. D'abord 2 ou 3 points en écho à ce que vient de dire Jacques Attali. Nulle part dans le monde aujourd'hui, et jamais dans l'histoire, je suis très sensible à la comparaison avec la Suisse, j'ai longtemps vécu à côté de la Suisse en Savoie, mais tout de même les échelles ne sont pas comparables. Jamais dans l'histoire et nulle part ailleurs dans le monde, une telle construction politique n'a été engagée. À l'échelle d'un continent, 500 millions de citoyens, 28 nations, 24 langues, chacune avait son identité, sa différence, et nous tenons à nos différences, à nos identités. Moi je pense, Jacques, que pour combattre le nationalisme qui ressurgit un peu partout, y compris chez nous, on a besoin des nations, voilà ce que je pense. Mais des nations qui mutualisent leur destin, qui ne fusionnent pas, qui n'effacent pas les différences, qui ne nient pas les identités. Donc ce que nous sommes en train de faire depuis 60 ans, et je suis très fier d'être un modeste héritier de grands hommes d'État qui ont voulu ce projet, c'est de mutualiser des nations. Est-ce que c'est un modèle
disons, c'est une expérience. Il faut se méfier, quand on est français ou européen, de donner des leçons aux autres, surtout en ce moment. Mais je pense que d'autres continents seraient bien inspirés et ont les mêmes besoins de mutualiser les destins nationaux. C'est vrai de l'Amérique latine, c'est vrai de l'Afrique, peut-être de l'Afrique par région, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, et c'est vrai aussi de l'Asie, même s'il y a en Asie d'immenses pays qui n'ont besoin de personne. En tout cas, nous, en Europe, chaque pays, y compris l'Allemagne, le plus grand, ne pouvait pas rester tout seul pour compter, pour créer ce que Jean Monnet appelait la masse critique. Voilà. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on peut continuer à construire l'Europe pour les citoyens et sans eux, ou en ne parlant que de gouvernance, d'union bancaire, de surveillance budgétaire et parfois d'austérité? Je ne le crois pas. Ce sont des conditions nécessaires, j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Je pense qu'il faut relever la ligne d'horizon et reparler de croissance, d'emploi, d'une autre croissance, d'un autre modèle plus écologique de développement, reparler de politique étrangère, reparler de sécurité, de défense, de l'Europe politique. Voilà. Donc les enjeux qui sont devant nous maintenant, qu'on est en train de sortir de ces crises, qu'on a reconstruit ou construit ces 4 piliers qui sont autant de leçons qu'on tire de nos faiblesses. Hein. Les 4 piliers que je vous ai cités tout à l'heure sont pour l'essentiel des leçons qu'on tire de nos faiblesses et que les crises depuis 5 ans ont révélé au point même de prendre le risque de tout faire exploser. Voilà ce que je pense. Donc, mon opinion du monde, je dis ça parce que j'ai eu l'honneur d'être ministre des Affaires étrangères de notre pays, et donc j'ai essayé de toujours regarder la France avec cet horizon plus lointain. Nous avons un besoin vital d'être européens, de continuer ce projet de mutualisation, c'est le mot qui caractérise le mieux, à mes yeux, le projet européen de nos nations, que les autres régions du monde pourraient s'organiser ainsi, et qu'ensuite, entre ces régions, comme ça commence déjà à être le cas au G20, on ait des organismes de gouvernance mondiale qui créent le cadre commun que chacune des régions doit appliquer. Qu'est-ce que je fais quand je fais la régulation financière, Jacques? J'applique les décisions prises par le G20 au lendemain de Lehman Brothers, et ce sont des lois européennes qui s'appliquent sur l'ensemble du marché unique. Hein. Oui, j'ai pas le même enthousiasme que vous ou toi, Michel, sur le G20, qui pour moi est une structure illégitime, qui d'ailleurs n'est pas une structure de décision, puisque c'est une structure informelle, alors que existe le Fonds monétaire et la Banque mondiale et le Conseil de sécurité, qui sont des structures légales. Je pense qu'on a fait une immense erreur en donnant à cette structure informelle, c'est-à-dire aux États-Unis, un pouvoir qui normalement aurait dû être dans les institutions internationales. Et moi j'écris G20, 20 VAIN. Je pense que cette structure est vide de sens. Il n'empêche que les Européens ont leur propre agenda et il va très bien ainsi. Je voudrais juste faire remarquer que aujourd'hui, une gouvernance mondiale n'est pas très difficile à créer de façon légitime. Il suffirait de fusionner le G20 et le Conseil de sécurité, c'est-à-dire de mettre dans le Conseil de sécurité les grandes puissances qui sont dans le G20 et qui n'y sont pas, et de mettre les institutions financières internationales, Banque mondiale et Fonds monétaire, sous l'autorité du Conseil de sécurité. Ça peut se faire en un communiqué de 4 lignes. Le Conseil de sécurité fusionne avec le G20, prend sous son autorité la direction du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Là, on a une vraie gouvernance mondiale. On a un potentiel d'action internationale. Et tout le monde sait qu'il faut le faire, mais on ne le fera sans doute pas. En tout cas, comme tout le monde savait avant 1914 qu'il fallait faire une ASDN, on ne l'a pas fait. Comme tout le monde savait en 1929 qu'il fallait faire l'Union européenne, puisque les premiers projets de l'Union européenne datent de février 29, comme on savait qu'il fallait réformer la SDN, à chaque fois, on l'a fait après la crise et pas à la place de la crise. Et aujourd'hui, je crains beaucoup qu'on en arrive à ça. Oui, mais moi, je pense que tous ces organismes de gouvernance mondiale sont en construction. Je ne parle pas du Conseil de sécurité. Enfin, peut-être je dis sans malice, mais quand je regarde les crises depuis 5 ans, je peux dire quand même que le G20, qui d'ailleurs s'est réuni pour la première fois quasiment pour traiter dans l'urgence cette crise, sous l'impulsion de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre à l'époque,
a tout de même été assez productif de nouvelles règles de gouvernance de la finance mondiale qui n'existaient pas avant ou qu'on avait détricotées avant. Peut-être, en tout cas, si on doit juger l'efficacité du Conseil de sécurité dans certaines crises actuelles, on peut faire des comparaisons. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que le G20 a produit ces règles. Mais je pense que ce n'est pas la fin de l'histoire. Je pense par exemple que ce qu'on appelle le Financial Stability Board, qui est un organisme dépendant du G20 qui élabore des règles, tout cela doit être mis dans un système plus démocratique. Jacques Attali a raison. Donc je ne suis pas opposé à ça. Je dis simplement que je n'ai pas d'enthousiasme à l'égard du G20, ni d'euphorie. Je suis extrêmement pragmatique. J'observe qu'il a pris un certain nombre de décisions extrêmement précises et détaillées au lendemain de cette crise, le dos au mur, dans l'urgence, au forceps, et que nous appliquons ces règles qui créent une nouvelle gouvernance mondiale des marchés financiers. Heureusement, puisque ce que nous faisons en Europe, je le dis en passant, les Américains, qui représentent avec nous 80% des transactions financières, sont transatlantiques entre Américains et Européens aujourd'hui. Ça ne durera pas, mais 80% des transactions financières sont entre les deux continents, de part et d'autre de l'Atlantique, sont en train de faire la même chose de leur côté. Je vois que notre temps est écoulé, mais on pourrait encore parler pendant des heures. Je remercie infiniment Michel Barnier de s'être rejoint à nous et je signale cette pause. Je vous demande d'en profiter, et je vais emmener Michel le voir, d'aller voir le marché Locavor qui permet de mieux comprendre comment on peut à la fois penser mondial et s'intéresser aux producteurs de sa région. Merci infiniment Michel Barnier. Merci à tous.